Salut à toutes, et donc nous voici ici donc pour le second débat. Le premier débat avait eu l'air de vous plaire, puisque vous avez été plus de 40 000 avec des chiffres vérifiables. Ce n'est pas des comptages de manifestations, hein, puisque vous avez les chiffres sur Facebook. C'est remarquable, hein, c'est au-delà de nos espérances, mais en même temps ça prouve qu'il y a une soif de débat en Corse, et nous espérons qu'il y aura évidemment d'autres débats, et d'ailleurs nous les organiserons au-delà du confinement, puisque on remplit ce rôle et on traitera de tout ce qui concerne à la fois la dérive mafieuse, mais aussi on a été construit autour de Perahuida. Donc pour la vie, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on essaiera de le faire. Alors, le premier débat, on a déjà eu des réactions, on va un peu en parler au début, hein. On a tenu compte de certaines critiques, que c'était un peu trop court. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème de temps, mais c'était fait dans des circonstances un peu particulières. Là, c'est carrément du direct, je vous assure que ce n'est pas évident. D'ailleurs, j'ai déjà essuyé les plâtres, puisque j'ai loupé mon entrée, j'avais prévu autre chose, mais c'est comme ça, et puis en même temps, l'essentiel, c'est de parler ensemble. Alors, pour faire ce débat, je ne vais pas me retrouver seul, au contraire, je tiens à dire aussi que je suis pas effacé, hein, je vais intervenir de temps en temps, vous connaissez, et vous pouvez me faire confiance, je vais dire ce que je pense. Mais je vais surtout laisser passer les autres, parler les autres. Alors cette fois-ci, ce sont encore des membres du collectif, mais il n'est pas dit que demain, nous ayons des invités, que nous traitions des termes divers, des problèmes comme la santé, des problèmes comme l'éducation, etc., avec des acteurs, et aussi des gens qui peuvent, bien sûr, porter des contradictions, y compris de fond, hein, puisque nous sommes des citoyens divers, multiples et variés, et je pense que ça peut être intéressant. Alors, je vais demander donc pour me rejoindre donc sur ce plateau, nous allons avoir donc, vous voyez là je suis assis, et je vais demander à, voilà, les voilà, il y a Domenico Bianconi, salut e Gumusi, allora spiega in due tu. Sono in casa di me, un calbi. J'espère qu'on t'entend, Dominique. Oui. Oui, moi je l'entends. Oui. Bon, moi j'entends Jean-François e ti sento a te Oleo, dunque tutto va bene. Ok. E Gianfrancesco tu? Io sono Bastia. In Bastia, donc. Sono Bastia in casa mia. Jean-François, je voulais commencer avec toi, si tu veux, puisqu'on a eu pas mal de réactions par rapport au premier débat. On a eu beaucoup sur Scandale. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup, et de manière, je crois, très constructive. Ça n'a pas été des trucs idiots. Je passe sur des habitués de la provocation. Ça, il y en aura toujours, surtout sur les réseaux sociaux. Mais l'essentiel des gens sont très positifs et constructifs et ne veulent pas distiller la haine. Ils essaient de trouver des solutions. Et Jean-François, alors, sur sur le truc de Scandale, là, qu'est-ce qui te vient comme réflexion par rapport à ce que tu as entendu la dernière fois? No, saluto a tutti e merci à toi Léo et saluto a Dominique et a tutti quelli che ci stanno assente. No, sur Scandale, je suis comme des milliers de citoyens, je me sens bien sûr interpellé. Scandale, c'est une réserve naturelle, c'est un label de valeur inestimable, une réserve protégée, donc patrimoine de la Corse, mais patrimoine de l'humanité, auquel les Corses sont très attachés. Je sais qu'il y a eu, pour m'être un petit peu renseigné, une étude du CNRS qui a constaté que ces dernières années, les envols de balbuzards avaient diminué entre les années 2000 jusqu'à 2020. On évalue à 50% en 2000 et 10% je crois en 2020, que les scientifiques donc qui regardent la réalité de cette réserve ont regardé du côté de la fréquentation touristique et ont estimé qu'il y avait effectivement plus de 400 rotations par jour, des plaisanciers, des groupes de touristes, etc., qui passent sous les lignes des balbuzards, des bruits de moteurs, des haut-parleurs, des mâts qui arrivent à hauteur des nids qui perturbent les oiseaux, etc. Bon. Il y a Olivier Duriez, chercheur à l'université de Montpellier, qui est co-auteur de cette étude. Donc ce symptôme-là, c'est déjà une forme d'alerte. Hein, ce trafic maritime qui ne cesse d'augmenter, et on comprend tous que cette cohabitation, elle doit exister, mais elle n'est pas simple avec une réserve naturelle. Le deuxième symptôme, moi, qui m'a interpellé, c'est que le conservateur de la réserve de Scandale, qui est en poste depuis 2004, qui apparemment n'a pas eu de remontrance sur le déroulement de son travail, qui est quelqu'un d'assez reconnu à travers toute la Corse, qui est un des acteurs les plus éminents
dans l'exercice de sa mission, reconnu par ces scientifiques, a vu sa fiche de poste qui a été refaite en 2017. Pour quelle raison? De quel droit? Une sorte de quelle faute a-t-il commise, aurait-il commise? Et à cela se sont rajoutés des bombages injurieux, des coups de fil anonymes, cambriolage de son bureau, vol d'ordinateur, menace de mort, tu vas finir au fond de l'eau. Bref, je rappelle aussi que le comité scientifique s'est réuni sous une forme de protection pour 2018, qu'en 2019, les convocations au comité scientifique ont été adressées une semaine avant, ce qui est une manière de saper un peu les travaux. Bref, donc il faut interroger ces réalités et mettre en évidence ce qui passe par la menace, ce qui passe par la rumeur, qui sont quand même des armes de destruction massive et qui déroutent l'opinion. Et est-ce qu'on a vraiment une communauté de vérité là-dessus? La vérité qu'on doit aux citoyens, ça n'est pas sûr. Cette éviction, cette mise à l'écart, qui en répond, etc., etc. Donc, ce qui arrive à ce conservateur-là, est-ce qu'il y a une autre réponse que ce silence et ce flou artistique? Et est-ce que nous comprenons tous l'explosivité, la menace sourde qu'il y a derrière tout cela? Et ma crainte, en tant que citoyen, et ma crainte pour les habitants de Girolate et de Scandole, pour les bateliers honnêtes, pour la Corse, pour la planète, c'est que Scandole ne commence à devenir une sorte de nouveau territoire de profit, d'intérêt, et que peu à peu, on y organise ce que les Italiens appellent le travail d'expulsion. C'est-à-dire qu'on prépare le terrain, si ce n'est déjà fait, pour que des entrepreneurs plus ou moins honnêtes prennent ou prendront la place d'entrepreneurs qui, eux, sont des bateliers de tradition et qui sont là. En tout cas, ce que je veux dire pour terminer, c'est que la perte du diplôme, qui semble inéluctable, la mise à l'écart du conservateur, qui est isolé, qui est menacé de mort, le conseil scientifique qui est désorganisé dans ses travaux, sont des signes inquiétants. Que quelque chose peut-être commence à mourir du côté de Scandole. Voilà, ce sont des indices qu'il faut savoir dire, savoir lire, et nous avons toutes les raisons d'essayer à apprendre à les lire ensemble, à les interpréter et en tirer des conséquences. C'est comme souvent on le dit, hein, c'est pas facile souvent de s'exprimer sur des sujets aussi délicats parce que nécessairement on va porter préjudice sans doute aux uns aux autres. Certains finalement peut-être ne le méritent pas, etc. Donc on essaie d'être les plus nuancés, les plus responsables possible. À un moment donné, certaines vérités, il faut les dire, elles sont trop souvent enfouies et on est trop souvent dans le déni. Alors peut-être est-ce que dire ces vérités c'est quelque chose qui convient à tout le monde, je ne sais pas. Alors Dominique, toi-même, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Je ne vais pas. Il me semble que Jean-François a bien exposé les faits, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'il vient de dire. Par contre, je voudrais compléter son propos. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai écrit un texte concernant Scandole avant même le premier débat avec Marie-France et Vincent Carlo. J'ai écrit ce texte parce que je voudrais que des territoires comme Scandole, là je dis dans le texte, entre autres choses, que moi j'ai eu le privilège de profiter de ces lieux. Et en fait, ce privilège, je voudrais qu'il soit par tous, que ce ne soit pas, que Scandole ne devienne pas le territoire d'un certain nombre de privilégiés qui ne seraient privilégiés que par l'argent. Je trouve ça extrêmement grave. Et ce que je trouve grave en plus, je ne vais pas revenir sur la situation du conservateur. Il y a une partie des faits énoncés par Jean-François que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers son propos. Mais ce que je peux dire pour ce qui me concerne, c'est que dans le long texte que j'ai écrit, qui était un texte personnel et passionnel, parce que je suis fille de pêcheur qui a fréquenté ce territoire, je cite à un moment, et pas d'une façon polémique, deux responsables de la zone. Alors pour l'un d'entre eux, je me trompe, puisque je dis qu'il s'agit du
du maire d'Auzagne, et c'est l'ancien maire d'Auzagne, en fait, François Alphonse, dont je parle, et je parle également du président du parc. Eh bien, il se trouve que la seule chose qui m'a été reprochée de façon véhémente, il y a des gens qui ont apprécié mon texte, qui l'ont discuté, etc. Tout ça, il n'y a rien que de très normal, mais que l'on m'appelle pour me dire que je n'aurais pas dû citer ces personnes, ça je trouve ça extrêmement grave sur ce qui concerne la liberté de parole. Et cette liberté de parole là que nous défendons au sein du collectif depuis notre création, je tiens à ce qu'elle soit maintenue, à ce qu'elle soit valorisée, et que quand il n'y a pas ni insulte ni calomnie, eh bien on puisse continuer à parler et à débattre, parce que je pense que ce qui nous manque, entre autres en Corse, c'est qu'on oublie de plus en plus ce qu'est un débat démocratique. Je veux dire par là que on n'a plus le droit d'échanger des idées, et on reste sur des positions complètement binaires. J'aime pas. Scandale, j'en profite, c'est à moi, et tu n'as pas à t'en mêler. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Oui, alors justement, puisqu'on remarque ce phénomène un peu de radicalisation qu'il y a dans la société corse, dans l'expression, c'est difficile, hein, il y a quand même un malaise certain dans beaucoup de domaines, hein. Je ne veux pas parler de certains domaines qui sont plus ponctuels et plus politiques, je dirais, mais on se rend compte quand même que le climat n'est pas bon. Moi, je pense que, je ne sais pas si vous pensez un peu comme moi j'aurais espéré que cette crise sanitaire renforce un peu une cohésion territoriale, appelons-la nationale, comme on veut, selon le point de vue qu'on a par rapport à ce qu'est la Corse. Je ne le constate pas, et je sais que c'est problématique parce que c'est trop manichéen, et dans beaucoup de domaines. Nous essayons d'avoir une démarche qui l'est un peu moins, même si nous disons des choses que peu de gens ont dites jusqu'à maintenant, et puisque nous dénonçons l'emprise mafieuse. Et justement, et je voudrais faire le lien avec le thème du débat qui a été lancé, c'est Jean-François, tu avais proposé un peu ce thème qu'on a repris, qu'on essaie de comprendre. Qui si brasse dans notre paese, pourquoi on en arrive là, dans cette situation où il y a quand même, il faut bien le dire, de graves lacunes, de graves carences par rapport à notre devenir collectif. Oui, comment on en est arrivé là? Je pense d'abord on ne fait qu'entamer ce questionnement-là. Essayer de comprendre pour peut-être plus tard dessiner ce que nous pourrions faire, des pistes. Moi, ce collectif auquel je suis heureux de contribuer modestement, ce n'est pas un tribunal, pas un nouveau tribunal de la Corse, c'est un outil qui est naissant et qui interroge des réalités qui sont complexes, donc pas simples. Tu disais tout à l'heure, tu rappelais Hamid Aïe, tu as bien raison de rappeler ça. C'est Hamid Aïe, c'est-à-dire un respect profond de la vie, un respect profond de la vérité, du bien commun et d'une justice pour tous. Ça, c'est le premier socle d'une vie et d'une appartenance ensemble. Donc, poser des questions et affirmer aussi notre volonté de ne pas nous soumettre à des réalités qui, quelquefois, sont insupportables. Donc, ce que nous essaierons de faire, et ce que nous essayons dans ces débats-là, c'est apprendre justement à détecter des mécanismes, des indices, des symptômes, chercher des clés. On n'a pas forcément de vérité tonitruante à sceller. On cherche des clés pour mieux déchiffrer ce qui se passe. Et miser, justement, il ne s'agit pas de susciter une société où tout le monde attaque tout le monde. Non. Où tout le monde invective tout le monde. Non. Ce qui nous anime, ce n'est pas un esprit de procureur. Ce qui nous anime, c'est un esprit d'éclaireur. Et nous sommes conscients, effectivement, que les phénomènes mafieux, et tous les pays qui sont confrontés à ça le disent, sont très difficiles à décrire, sont très difficiles à dévoiler. Mais ce que nous savons, par contre, c'est que notre société a besoin d'une parole vraie. Une parole qui manque, ou balmouinite. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, et qui serait très utile pour notre société. Et le premier mérite de ces deux collectifs, c'est de mettre sur l'agenda collectif la question de la corruption, de la criminalité, de la liberté d'expression, dont je dirai tout à l'heure quelques mots. Donc personnellement, et je crois que c'est le propre de nos collectifs, ce qui me fait adhérer à ces questionnements-là, c'est d'abord la souffrance qu'il y a dans cette île. Des centaines de familles qui sont sans vérité,
sans justice. Des centaines d'orphelins à qui la société et la justice ne diront jamais si leur père était un homme bien ou si c'était autre chose. Tous nous souffrons de cela. Et si nous ne réagissons pas, nous allons en pâtir très longtemps. Je rappelle quand même, c'est des chiffres intéressants à citer. Entre 2004 et 2019, il y a eu 451 homicides ou tentatives en Corse. 292 ont été élucidés. 159 non élucidés. Si on fait une moyenne, ça fait un meurtre non élucidé pour 330 000 habitants en France en moyenne, et ça nous en fait ici, pour 330 000 habitants par an, 10,6. 10,6 fois plus de non-élucidation. Ça, c'est une sorte de paradis, de biotope, d'écosystème qui favorise ça. Donc, et cette souffrance-là, c'est ça qui motive la création de ces collectifs. Moi, quand j'entends aujourd'hui chanter Petuti, Sconsolati, Petuti, Rimuladi, je vous jure que je pense à ces familles-là. Et face à ça, à ce jour, on a quoi? On a une ritournelle d'explications. Bon, c'est la culture corse, c'est les vieux démons, c'est des phénomènes culturels insondables. Tout ça contribue à masquer le problème. Oui, il y a une souffrance. Il y a aussi un silence en Corse. Il y a des silences. Mais le silence de notre société n'est pas l'omerta. C'est le nom de la peur. C'est le nom de la peur justifiée. C'est un silence de détresse. Alors les plus pessimistes, ils vont vous dire ça ne changera jamais. Puis les plus naïfs d'entre nous, ils vont dire oui, mais ça va changer, t'inquiète pas, ils ont raison. Mais ça changera pour le pire si nous n'agissons pas. Donc nous, collectifs, on n'est pas les sauveurs. On n'est pas des héros de cette société. Ce n'est pas ce scénario-là qui nous intéresse. C'est de mettre une parole au service, construire, reconstruire la confiance, le lieu d'une parole vraie. Étant conscient que ce que nous avons devant nous, contrairement à ce qu'on nous dit, ce ne sont pas des dérives individuelles isolées, même si ça existe, mais c'est un système, une logique qui se consolide, qui a un pouvoir démesuré. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on nous dit encore, d'identifier éventuellement des tueurs, mais de mettre en évidence des liens, des relations, des porosités, des intérêts, des méthodes qu'il n'est pas simple de dévoiler en effet. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il faut dire aux Corses, puisqu'on prononce clairement le mot de mafia, qu'il n'y a rien de plus anti-vie, anti-paix, anti-lien, anti-état de droit, anti-partage, anti-solidarité, anti-Corse que le phénomène mafieux. Et c'est dans cet horizon-là, dans ce sillon-là, que nous devons essayer humblement de tracer un sillon de confiance, d'intelligence collective. Alors, Dominique, peut-être rajouter un peu. Je partage complètement ce que vient de dire Jean-François, évidemment. Je dirais que en plus, dans ce qu'il vient de dénoncer, qui est la situation générale que nous connaissons en Corse depuis quelques années, vient de se rajouter la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et la sortie donc du déconfinement lundi. Et moi, ce que je crains quand même, c'est que j'ai le sentiment que pour certains, on sort du confinement et tout reprend sa place d'une façon tout à fait normale. On réouvre les plages parce qu'on attend les touristes et tout est tourné en fait vers toujours le même système social et économique. Or, je pense que la situation économique, ce qu'on appelle la saison blanche que l'on va vivre, va laisser des traces terribles à la rentrée prochaine, que c'est là qu'on va commencer à mesurer les choses et que c'est dans ces situations de détresse et de détresse économique que la mafia peut trouver le meilleur des terreaux. Hein. Moi qui suis une grande lectrice, j'ai lu pendant longtemps un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Joseph Kessel. Joseph Kessel était journaliste et il a parfaitement décrit le phénomène de la mafia allemande dans les années 30. Hein. Nous n'étions pas encore, nous étions au sortir de la République de Weimar. L'Allemagne était dans une situation
économique absolument catastrophique, et la mafia y a trouvé le meilleur des terreaux. Et non seulement la mafia, mais tout ce que l'on sait autour, c'est-à-dire des régimes qui appliquent, je dirais, quelque part les mêmes lois que la mafia, c'est-à-dire pas de liberté d'expression, pas de démocratie, le système de la menace, etc. Donc, je voudrais que les Corses, enfin, qu'on réfléchisse, je dirais, à la situation que nous sommes en train de vivre, et qu'on ne laisse pas échapper l'occasion de réfléchir. Je ne dis pas que les choses vont changer du soir au matin, mais en tout cas, on ne laisse pas échapper l'occasion de réfléchir à certains problèmes et d'essayer quand même d'apporter notre pierre pour transformer un peu la société, et mettre, comme le disait Jean-François, un éclairage sur certains problèmes pour pouvoir faire évoluer les choses. Je vais remettre, et voilà. Là, je crois qu'on va m'entendre. Je m'excuse, là, il y avait des problèmes de réseau aussi. Vous voyez, c'est pas facile. Dominique n'est plus en ligne. On va continuer. Ah, ça y est, tu es revenu. Oui, je voulais. Tu as été coupé. Léo, Là, je crois qu'on m'entend. Je suis en train, il y a des échos, alors j'essaie de couper aussi le son lorsque l'un parle. Donc, je vais redire que j'ai montré tout à l'heure la question qui était posée sur les responsabilités de la violence clandestine par rapport à la violence mafieuse. Je veux dire que c'est un des aspects de traitement. Moi, je ne sais pas de faire le débat parce que j'ai écrit un livre à ce sujet sur tout mon passé politique et ce que j'ai ressenti, hein, et sans me mettre de côté en disant moi j'étais un bon et puis les autres c'est des trucs. Je me suis mis dans le coup et j'ai essayé de voir comment on peut trouver des solutions. Et c'est vrai que les investissements aujourd'hui citoyens me paraissent à ceux qui rejoignent ce collectif comme les seuls susceptibles de changer les choses en Corse. Parce que si les citoyens ne s'emparent pas de la parole, comme nous le faisons aujourd'hui, si les citoyens ne se lancent pas dans des projets et accompagnent des projets, et s'ils ne traitent pas des choses réellement, sans tomber dans le populisme, la démagogie en disant on peut tout se décider. Non, non, on peut avoir des formes plus modernes, on prouve aujourd'hui, de débat, de construction. Je trouve que ce n'est pas normal que la collectivité n'ait pas mis comme priorité le numérique, la démocratie numérique. Il faut que ce soit un des chantiers de la reconstruction de la Corse, parce que ça nous impliquera tous, et surtout, il ne faut pas hésiter à isoler des comportements dangereux pour notre société. Moi, je crois que c'est cela le problème. Si on reste toujours dans ce déni en disant oui, mais bon, et puis c'est tout égousi, je pense qu'on ne va pas y arriver. Il faut vraiment, et c'est là où on heurte des trucs, c'est là où moi j'ai été surpris, je ne sais pas si vous partagez mon avis, peut-être Jean-François, moi j'ai été surpris que des résistances et des oppositions à une démarche citoyenne anti-mafieuse,
prenant même nos responsabilités, a quand même ébranlé, non pas que des mafieux certainement, même s'ils sont peut-être plus malins et qui se font tout petits, mais des gens qui se retrouvent un peu dans le marais, dans cette situation, et qui veulent peut-être pas aller au fond des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-François, je te cède volontiers Ouais, la non, parole sur le sujet, et ouais, donc je te la donne en mettant ton audio. Voilà, ouais. enfin, écoute pour le mien. Non, moi, bon, tout ce que vous dites, bien sûr, ne fait que confirmer et d'apporter de l'eau à ce moulin-là. Je voudrais continuer sur le fil. Comment on en arrive là? Tu disais la dernière fois dans l'émission qu'on peut constater que ces derniers mois, la mafia tue beaucoup moins, qu'il y a moins de meurtres, etc. Bon, effectivement, c'est une réalité. Mais les plus grands spécialistes de la mafia constatent, quand la mafia ne tue pas, tuer n'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est de gouverner, c'est de dominer, c'est d'encaisser, c'est de spéculer, c'est de tirer profit. Quand elle ne tue pas, c'est qu'elle progresse, c'est qu'elle prospère, c'est qu'elle est encore plus puissante. Et là, la méthode, elle est plus soft. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle se propage, parce qu'elle s'adapte. Et donc, ces méthodes, elles ne passent pas que par les armes. Quand il y a entente sur le terrain, il n'y a plus besoin la violence, elle diminue, elle n'est pas utile. Et donc, et pour consolider cette thèse, en Corse, hein, que justement, il y a un moment où tu n'as plus besoin, où tu as moins besoin, tu lèves le pied. Je voulais juste, je relisais ce petit passage dans ce livre-là dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Le Livre des Juges, qui est un livre controversé, à juste titre, mais qui peut être un livre très utile, et qui disait, nous ne sommes pas, les juges qui parlent, qui ont été en exercice en Corse, disent, nous ne sommes pas vraiment en danger en Corse, comme le furent à l'époque les juges siciliens. Pourquoi? Tout simplement parce que nos adversaires peuvent à loisir, grâce à leur réseau d'influence, nous neutraliser en amont. La force de leur relationnel au plus haut niveau les dissuade de nous éliminer physiquement. C'est un des juges qui a exercé en Corse qui écrit ça, dans une île où la mafia n'existe pas. Question, est-ce que justement, on a des témoignages de ce genre, qui peuvent nous être utiles, c'est une petite base de données discutable sur certains points, mais est-ce que ces juges, à leur manière, ils ne nous dévoilent pas un peu de ce que nous cherchons, un peu des indices, des pistes ou des preuves, c'est-à-dire l'existence de relations pour le moins inattendues, insolites, qui ont juste au pouvoir de dire ils n'ont même pas besoin de nous tuer, tellement haut que nous, on ne peut plus agir. Ça n'est pas forcément au service du citoyen. Le deuxième point, c'est qu'il nous faudrait peut-être mieux comprendre, c'est qu'ici, en Corse, on n'est pas dans une situation comme l'Italie l'a connue, dans le sens où en Italie, l'existence d'une mafia, elle est reconnue. On dit la mafia existe, il y a une mafia. Et l'État dit, l'État a les moyens de combattre la mafia. L'État a la volonté de combattre la mafia. Nous nous donnons les moyens, c'est une cause nationale. Il n'y a jamais eu, par exemple, en Italie, un ministre italien qui va dire, un ministre de l'Intérieur italien qui va dire aux Siciliens, mais qui tue en Sicile, ce sont des Siciliens. Ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Ici, ça peut exister. On peut dire aux Corses, un ministre peut dire aux Corses, qui tue en Corse, c'est les Corses. Bon, bref, ça veut dire que l'État s'est positionné clairement, et c'est, je crois, le premier déclencheur pour une vraie lutte. Une lutte qui a été incarnée par des juges qui sont devenus notoires, etc. Chez nous, ce déclencheur-là n'existe pas. Pour le moment, il n'y a pas de mafia. L'État nous dit qu'il n'y a pas de mafia. La préfète nous dit qu'il n'y a pas de mafia. Les institutions locales n'utilisent pas le terme. Il y a une forme de consensus. Bon, on veut bien reconnaître qu'il y a un problème d'individus, de criminalité, de quelques rivalités. D'autres disent que c'est un problème folklorique. On écrit beaucoup de romans là-dessus, des films, etc. Et puis on a un débat sémantique qui va nous amuser un peu, quoi. Mafia, pas mafia, et surtout pas parler de porosité. Or, ce que je viens de lire sur le livre des juges, ça prouve au moins qu'il y a des relations assez inattendues. Et je crois qu'il faut être conscient que la première ruse de la mafia, la plus efficace, c'est de nous faire croire qu'elle n'existe pas. Et elle le fait ici par la voie de ces institutions, par la voie de... Et les juges nous disent entre autres, la corruption
endémique des institutions en Corse est bien connue, mais elle surprend toujours quand on s'y frotte. Cette gangrène se diffuse à tous les niveaux, y compris dans les locaux de la préfecture ou d'un tribunal. Si ça ne doit pas nous alerter, en prenant des réserves, bien évidemment. Et c'est là où je crois, il y a un point important, et à moins que Dominique veuille réagir ou toi, je voulais rajouter un petit point. Alors peut-être Dominique, si Oui, tu peux peut-être... ouais. Non, ben, moi, je partage complètement cette analyse. Moi, je suis toujours étonné que l'on se contente sur un problème de ce type qui nous frappe quand même depuis des années, depuis des décennies maintenant, que sur un problème de ce type, on se contente d'en faire un jeu de sémantique. Parce que ce n'est même plus un problème sur lequel on argumente les uns et les autres. C'est un jeu. La mafia n'existe pas. Ou si elle existe, en tout cas, votre action, la nôtre donc, va conduire à des lois tout à fait liberticides. Alors, il me semble qu'il en sort, quasiment tous les jours. Par contre, on est, moi je ne saurais dire, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour dire les listes ou tel ou tel groupe qui a fait que la mafia a prospéré chez nous. Mais le fait est que il faut quand même penser aussi que chacun, à notre petit niveau, chaque citoyen que nous sommes, il faut que nous soyons extrêmement vigilants et que nous ne pouvons pas avoir d'indulgence pour certains comportements sous le prétexte qu'ils ont illustré. Oui. Alors, Léo, à moins que tu veuilles dire quelque chose. Vas-y. D'abord, ce qui est jugé liberticide, ce qui serait liberticide en France, apparemment ne le serait pas en Italie où certaines lois existent déjà. Mais il y a un point, et tu y fais allusion là, sois illustri. Je voudrais évoquer un point qui, à mon avis, participe à retarder cette prise de conscience, des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui la retardent. J'ai entendu sur les travées de la collectivité de Corse, un élu plus que respectable, comme tous les élus à mon sens, cette idée qui est bien ancrée dans les têtes et que le narratif sur la Corse, y compris notre auto-image, bétonne tous les jours. J'ai entendu dire, en séance donc plénière, que celui d'entre nous qui n'a pas dans sa famille quelqu'un en marge de la loi lève la main ou jette la pierre. Eh bien moi, comme tant d'autres citoyens dans ce pays, ça me donne envie de lever la main. Je suis certain qu'il y a des milliers de citoyens corses qui feraient comme moi, et qui ne seraient jamais prêts à cautionner ou à justifier les crimes de quelqu'un, fût-il membre de leur famille. Je peux avoir dans ma famille quelqu'un de criminel. Le fait que je sois parent ne veut pas dire que j'adhère, que je protège. Eh bien, ce genre de discours, il est tenu comme ça, sans susciter aucune indignation. Ça veut dire que d'une certaine manière, implicitement, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'honnêteté, finalement, est impossible en Corse. Vous avez tous quelqu'un, etc. Ça, c'est une auto-image qui est désastreuse et qui donne plein pouvoir, justement, à la mafia et qui prend en otage toute la société. Et les mafieux doivent jubiler parce que si la mafia est partout, elle est nulle part. Si la mafia, c'est tout le monde, la mafia, c'est personne. C'est très utile. Donc, en fait, le crime, la corruption en Corse, ce serait une sorte de normalité, mais qu'il nous faut absolument contester, quoi. Et c'est ce qu'on appelle ce concept de familisme. Le familisme, c'est je soutiens ma famille contre le droit, contre la loi, contre la justice, quels que soient ses actes. C'est le familisme corse qui ne serait qu'amoral. Eh bien, je crois que nous avons droit à autre chose. Et ce familisme corse qui ne serait qu'amoral, ça c'est dit par la voix de nos représentants, et les conséquences, elles sont mortelles. C'est-à-dire, c'est une manière très commode d'évacuer les questions, de cacher les problèmes. Et on répète ça au peuple, on cloue le bec au peuple qui lui repart bredouille. Il dit, bah oui, si Moudouti Gabichi, si Moudouti, etc.
Ça, je crois que c'est extrêmement grave. Et je crois que ça nous impose cette espèce d'emprisonnement dont tu parles et qui nous paralyse un peu et qui retarde à sa manière notre prise de conscience. Si nous acceptons ce verdict-là, ben, on est tous, vous comprenez. Ça, je crois que c'est très grave et ça passe insidieusement dans les têtes, dans les consciences tous les jours. Finalement, c'est fatal et inéluctable. C'est un point qui me semble symboliquement très fort. Oui, alors au niveau de, il y a des questions là, des questions qui rejoignent un peu ce qu'on dit là. Marie-Dominique Lucion, il dit pourquoi l'État ne se positionne pas, quelle est la raison pour laquelle il regarde ailleurs. Bon, je veux bien moi avoir une petite approche de réponse. Il est certain qu'on peut même se demander s'il n'est pas content, l'État, bien souvent, de se laver les mains et de compter les points. Parce qu'il est certain que si l'on ne veut pas mener une politique, accompagner une politique audacieuse pour l'intérêt collectif de la Corse, il est sûr qu'on peut toujours trouver ce prétexte-là. Moi, je pense qu'il faut se garder de deux excès. D'un côté, de considérer que l'État est responsable de tous nos maux. Il est en partie responsable, mais nous sommes également, voilà, c'est un juste milieu qu'il faut faire. Parce que trop souvent, on privilégie une chose. Moi, je constate que souvent, les débats sont lancés pour essayer de rentrer dans cet affrontement binaire qui évite de creuser la question et de trouver des solutions qui sont aussi à la portée de ce que nous pouvons faire. Et la crise sanitaire le montre à merveille, où on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune légitimité, semble-t-il, ou alors on peut tous dire, on se situe tous à un même niveau, on est tous des grands spécialistes qui trouvent des solutions et qui martelons nos propres vérités contre les autres, parce qu'on a forcément raison. Ça devient des discussions de comptoir. Ce n'est plus de la politique au sens noble du terme, des débats d'idées. Et à un moment donné, il y a bien des autorités, en l'occurrence en Corse, il y a une collectivité qui a une légitimité relative, parce qu'elle n'a pas tous les pouvoirs. Il y a aussi un État, une politique de l'État qui existe et qui est là. Et moi, je trouve c'est quelque chose qui déstabilise. Et c'est vrai, pour reprendre la question, que l'État en Corse joue faire plus de la tactique qu'autre chose, et ça a toujours été le cas, on le voit. Moi je ne veux pas faire l'analyse depuis 30-40 ans, ça a été des courbes répressives, pas répressives, dialogue, pas dialogue, etc. C'est selon la conjoncture. Mais aujourd'hui, si nous nous organisons, et ce collectif est une manière de s'organiser, et d'autres également, et d'autres forces de collectif, on le voit dans d'autres domaines également, eh bien, peut-être qu'on pourra changer la politique de l'État en Corse, peut-être. Ouais. Attends, je voudrais juste revenir sur un point. Je reviens à ce que je disais, tout à l'heure sur l'après-confinement et la situation. La situation que nous allons vivre. Ce matin, par exemple, ce matin ou hier, je ne sais plus, dans le journal, il y avait une réaction assez vive contre la proposition de Green Pass faite par Gilles Simeone. La réaction assez vive venait d'un hôtelier dont j'ai oublié le nom, enfin peu importe. Peu importe. Et sa réaction était même plutôt violente. Et moi, ce qui m'étonne, alors que l'on puisse discuter de la proposition de Gilles Simeone, je veux bien. On est effectivement dans le débat. Par contre, ce que je n'ai absolument pas entendu discuter, c'est les images qui sont passées dans les journaux, dans Corse Matin, entre autres, et dont la légende était très élégamment les fils de la faim. Et ça ne choque personne qu'actuellement, il y ait des gens qui fassent la queue, ici à Calvi par exemple, à la mairie de Calvi, ou à la gare, parce qu'il y a des distributions organisées par par des gens de la collectivité. Ça ne choque personne qu'il y ait des gens qui aillent réclamer des denrées et que ça prouve à quel point la situation économique est mauvaise.
on en est encore à attendre le tourisme salvateur. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à sortir de ce débat. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas de tourisme et que le tourisme entraîne la spéculation, etc., etc. Je dis qu'à un moment, on est dans une situation économique qui montre ses limites en ce moment et que peut-être il serait bon de réfléchir à d'autres choses aussi. Oui, alors c'est sûr que ça fait partie en débat, on ne peut pas éluder ce genre de questions que tu poses parce qu'on est le collectif anti-mafia, donc tout nous concerne. Hein. Là, on peut avoir aussi des positionnements des fois différents. Hein. Moi, je vois par exemple, j'ai créé un débat, une forme de polémique, parce que je suis favorable au retour à l'école, progressif certes, mais je pense que c'est un instrument important, en particulier pour les plus marginalisés. Et en ce sens, l'approche de la collectivité, elle traduit aussi, bien sûr, à mon sens, des difficultés internes, mais elle essaie de trouver une meilleure solution. Moi, je ne peux pas en vouloir aux gens qui dirigent la Corse aujourd'hui de faire des fautes, de faire des erreurs, parce que qui va trouver une solution? Personne ne peut trouver une solution. Ce n'est pas ou alors on rentre dans une théorie complotiste. Je n'ai pas ce que j'ai dit. Non, mais je ne dis pas que tu as dit ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au tourisme, là où moi, en tant que citoyen et un peu au courant de tout ce qui se passe, la part de ce tourisme dans cette société qui a été mal faite, mal conçue, et qui a été une société de la dépendance totale. Nous dépendons de tout. Nous ne produisons pratiquement rien. On produciamo manco i nostri bombi, alors qu'on a des milliers et des milliers d'hectares qui sont disponibles pour faire des choses, pour faire des circuits directs. Donc, on est dans une dépendance totale parce que c'est une logique de dépendance qui a toujours prévalu. C'est clair, c'est ce qu'il faut renverser. Et d'autres le diront mieux que moi dans le domaine agricole, d'ailleurs beaucoup le disent avec beaucoup d'intelligence, je trouve, et dans le domaine touristique aussi. Mais ce tourisme aujourd'hui dans la société corse, si la France entière avait le même impact et les effets induits du tourisme que nous l'avons nous, il y aurait des mesures incroyables par rapport à ça. Parce que chez nous, c'est pratiquement tous les effets induits. Et parce que où nous sommes ou des retraités, des fonctionnaires, et ça. Ailleurs, il n'y a pratiquement pas d'industrialisation, pratiquement pas d'industrie. Donc, on a des effets. Ce à quoi il faut s'attendre, à mon avis, et c'est ça où je rejoins le propos, non pas alarmiste, mais juste de Jean-François au début, sur la dérive qui nous attend de la société, toujours encore plus mafieuse, c'est que cette situation de flou, où il n'y a pas de stratégie claire, où c'est du coup par coup, où c'est de la divulgation à vue, et c'est faire plaisir aux uns aux autres, c'est ne pas mécontenter, on se retrouve aujourd'hui face à une crise de société considérable qui va suivre, qui va frapper de plein fouet, pas uniquement le tourisme, mais tout ce qu'il y a autour, qui en bénéficie d'une certaine manière, et aussi les choses qui existent déjà. Moi, je prenais l'exemple au niveau des associations, et puis tu es président d'une grande association, hein, et c'est mon cancer. Nous savons très bien ce à quoi il faut nous attendre. Il faut nous attendre que nous n'aurons plus tous les moyens que nous avons avant pour pouvoir mener à bien, et que ça représente aussi sur l'ensemble de la Corse des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois. Donc tout cela, ça va amener à une situation très grave. Et si nous ne sommes pas organisés, transparents, etc., c'est là où je laisse la parole à Jean-François, là-dessus, c'est qui va en profiter de cette situation de trouble? Qui va en profiter? Ouais. Bon, il y a beaucoup de points que vous évoquez. Effectivement, une forme d'effondrement a déjà eu lieu en Corse, dans le sens où on est passé en quelques décennies de 30 à 40 jardins par village, 30 à 40 vergers par village, à donc ce qui doit faire à peu près 30 000 à 40 000 petites unités familiales de production de cultures nourricières et vivrières à des déserts. La première précarité de la Corse, c'est celle-là. C'est qu'on risque de mourir de soif à côté d'une fontaine. Et on s'étonne que les fils des précaires, que la précarité augmente. Forcément, elle ne peut qu'augmenter. Parce que ces unités de production ayant disparu, elles ont été remplacées par des bateaux biberons qui arrivent ou qui peut-être n'arriveront plus demain. C'est une question aussi. Donc ça, je crois que c'est un problème fondamental. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'État. L'État, bien sûr qu'il a une partie, il a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Il a une partie dans le sens où je considère, j'ai pu déjà le dire, mais je crois que ça me semble important. Nous vivons en Corse sous la coupe de deux lois de plomb. La première,
dont l'État porte une responsabilité immense. C'est la criminalisation automatique de toutes les victimes. C'est-à-dire que quand il s'agit d'actes qui sont commis par des organisations professionnelles organisées, généralement il n'y a pas de vérité. Quand tu tombes ici, tu tombes dans le vide. Et faute de vérité, tu seras sali. C'est-à-dire que ton corps est mort, mais ta personne morale, ton intégrité est souillée. La justice ne sait pas, mais lui doit le savoir. Ça veut dire qu'on ne sait plus encore si on enterre un honnête homme ou un voyou. Et cela apporte deux conséquences très graves qui concernent justement l'action des collectifs. D'une part, c'est la meilleure garantie pour les mafieux. Toute victime avait forcément quelque chose à se reprocher puisqu'on ne sait pas la vérité. Il suffit d'ailleurs de tuer pour culpabiliser. Lui, s'il est tombé, c'est qu'il y a quelque chose. Et d'autre part, c'est que c'est le plus terrible. C'est que ça rend impossible la réaction citoyenne que nous cherchons, nous, à initier. Qui va défiler dans la rue sous le portrait d'une victime qui est suspectée par la rumeur, par le soupçon? Qui, par exemple, en Corse, peut nous dire aujourd'hui si l'ancien président du parc régional qui a été assassiné a été un honnête homme ou si c'était un coupable à sa manière? Qui peut nous dire si le président de la chambre de commerce d'Ajaccio était un honnête homme ou par contre, comme d'autres pourraient le dire, si un haut fonctionnaire de l'État qui est assassiné à Bastia, un avocat, un père de famille, un instituteur, la liste elle est immense. Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là vont être réhabilités dans leur dignité? Vous croyez que c'est inoffensif dans une société? C'est là où la justice commence à mourir. Et si nous ne descendons pas par milliers dans la rue avec la photo de ces gens-là, vous avez l'explication. C'est qu'il n'y a pas la vérité judiciaire, donc il y a la rumeur, il y a le soupçon. Pour tuer le courage citoyen, il n'y a pas mieux. Et qui profite de cela? Je ne crois pas que ce soit la Corse. Je ne crois pas que ce soit la justice. Je ne crois pas que ce soit le citoyen. Et la deuxième loi de plomb dont je voudrais parler, c'est celle qui est évoquée dans ce livre des juges, j'y reviens, qui est une banque de données très intéressante. Ils me font penser, en fait, avec tout le respect que je leur dois, c'est une radiographie intéressante, mais ils me font penser à des médecins, territoires, qui constatent une épidémie, et puis qui nous disent, bon, on est resté, il y a de très belles randonnées à faire, on n'a pu rien faire, qui nous rappellent quelques souvenirs exotiques, qui repartent, et le peuple, lui, reste avec son épidémie. Et ça, je crois, c'est le récit, c'est la trame de cette banqueroute que nous vivons d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une société où on pourrait publier un tel livre sans provoquer un scandale d'État, sans changer de cap, etc. Il n'y a pas de vérité judiciaire, donc il n'y a pas de procès, donc il n'y a pas de sentence. Et derrière cet écran-là de la sentence, vous entendrez dire, non mais telle personne, tel notable, tel n'a jamais été condamné, c'est un honnête homme. Donc on ne peut pas voir. On se cache derrière l'écran, il n'y a pas de sentence. Comment pourrait-il y en avoir, puisque les juges nous confirment qu'il leur est difficile de faire leur métier? Et la question, c'est véritablement dans cette île, est-ce que nous luttons à armes égales avec justement la criminalité? Mais nous, j'ai fait lire, vous savez, ce livre des juges, je l'ai fait lire à un avocat italien. J'ai dit, che ne pensi di questo? Ha detto, ma una catastrofe giuridica. Una catastrophe. D'ailleurs, il serait très intéressant de le faire lire à d'autres spécialistes européens. Ce serait très intéressant. Et vous vous étonnez donc qu'il y ait peu de mobilisation, qu'il y ait peu de confiance dans les institutions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on affronte ce fléau-là qui est très organisé avec des moyens inorganisés. Mais nous pouvons réagir. Et ce que nous essayons de faire, humblement, nous sommes au tout début. Nous pouvons faire en sorte d'exiger ce que mérite notre société, c'est-à-dire beaucoup mieux, d'une justice. Et là, je crois que justement, on faisait allusion à l'État. L'État, il a une part prépondérante et il a de quoi répondre. Bien, très bien. Écoute, moi, je te rejoins évidemment. Hein. C'est même émouvant ce que tu dis parce que je fais référence à mon ouvrage à un moment donné. Je crois me rappeler avoir dit ne me demandez pas de trier entre nos morts. Je fais partie d'une génération qui en a vu des gens de sa génération mourir, chaque fois, souvent dans le doute. Alors oui, même si des petits voyous sont morts, moi ça me pose problème. Je pense qu'on ne doit pas donner la mort.
que la réponse c'est la société qui doit l'apporter. La répression elle est incontournable. Mais l'acte de tuer, il est banalisé par cette fausse culture que nous avons entretenue, par tous ces mythes, ce respect de l'arme. C'est quelque chose d'incroyable. Et de penser que c'est tout à fait normal aussi d'enlever, d'ôter la vie à un autre qui dérange, c'est devenu quelque chose de courant. Et puis on ne veut pas s'impliquer là-dessus. On ne veut pas s'impliquer, c'est difficile. On n'a pas tort, hein. On ne veut pas. Parce que d'abord on se dit, bon, se le tombe, tu diras qualcosa fa così, mais si on ne s'implique pas, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, c'est déjà du n'importe quoi, mais ça aggrave. Et moi, je le dis, on a vu qu'on a pu se mobiliser déjà, en particulier sur ce malheureux jeune surcorté, on a été aux côtés de la famille, on a fait ce qu'on avait pu, on a mis quand même 3000 personnes dans la rue, mais ce n'est pas satisfaisant. Parce qu'on voit d'abord, bon, c'est sûr qu'il y a la crise là, sanitaire, là, mais quand même, on voit très bien que l'État, de son côté, traîne la patte dans tous les domaines. Vous savez, ce n'est pas une révélation que je vais vous faire, mais nous sommes très bien renseignés aujourd'hui parce que beaucoup de gens nous envoient des documentations, même des documents authentiques, des rapports internes qui viennent de tous les milieux, pas seulement de forces policières, gendarmes et autres, mais également d'enquêtes qui sont menées ou de témoignages. La porosité en Corse, elle est considérable. Considérable. Il y a une mainmise sur une grande partie de l'économie par des gens qui s'imposent par le respect, je dirais, cynique, qui savent jouer, ne serait-ce que des fois par leur seul nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de gens sont en connaissance de ces présomptions, peut-être aller appelant, certains même sont condamnés. Et ça ne modifie pas leur comportement. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, et on va le payer, ça. On va le payer dans la situation de crise économique considérable qu'on va voir. Parce que se aiantegui sono famiglie, c'è di mano rientrate, e non ha droit a maniera di vendre moneta. Et c'est ça le gros problème. Pour moi, c'est le problème numéro un. Quand on dit oui, mais il y a la crise sanitaire, non. La crise sanitaire, elle passera. Il y aura un vaccin, peut-être pas tout de suite, etc. Et puis, il y a des mécanismes maintenant de protection, des masques, de distanciation. Les gens sont assez, je crois, responsables et l'ont montré, et encore c'est ailleurs. Et on trouvera des parades et ça limitera. Et puis, il faut la relativiser. Regardons le niveau de mort par rapport à d'autres réalités. Ce qui est grave aujourd'hui dans la société, c'est qu'il n'y a pas de bouillonnement citoyen comme il faudrait qu'il soit, et il y a un silence vertigineux devant des faits d'une gravité extrême qui ne suscitent aucune réaction. Jean-François, je vois que tu... Non, Dominique, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste rajouter à ce que vient de dire Léo, il y a eu effectivement... hélas, Léo en a parlé et tu as cité les chiffres, un nombre d'homicides absolument catastrophique en Corse. Mais il y a eu aussi tous les attentats contre des entreprises, récemment encore, des engins qui sautent, des engins qui brûlent, des entreprises. Et le silence se referme très vite sur ce genre de faits. Or, tous ces faits là que nous voyons dans la presse, ils sont le signe de tout ce que nous sommes en train de dénoncer, mais on a du mal. Alors, du côté de l'État, on se rend bien compte qu'effectivement les enquêtes n'aboutissent jamais, que les gens qui ont subi ces choses, parce que ça aussi on ne le dit pas assez, les gens qui ont subi ce type d'attentat dans leur entreprise, comme tu le disais, Jean-François, ils se font humilier parce qu'on les soupçonne d'avoir, eux, commis quelque chose. C'est-à-dire que la victime est entachée d'une espèce de péché dont elle a du mal à... Dominique, on ne t'entend plus. Allô, Dominique On a un problème de connexion avec... on a un problème de... Et puis, il y a quand même
Dominique, on t'entend plus. Jean-François, Oui. Ouais. Je l'entends, moi je Tu l'entends. l'entends? Il y a quand même, il y a toute une espèce de... Voilà. Moi j'entends Dominique. Vas-y Dominique. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Oui, moi je t'entends. Non, mais là, un problème, tu Et- vois, et une je déconnexion disais que- de son truc. Non, Dominique, c'est bon. Tu as une déconnexion de ton Skype. Jean-François, donc, on Je réagis par rapport à... Vas-y, oui. Oui, je réagis et ça rejoint tout à l'heure ce que vous évoquiez dans la liberté d'expression, ce silence. Mais écoutez, je pense que le silence aujourd'hui en Corse, c'est l'abri le plus sûr. Malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce que vous dites ne fait que le confirmer. Tout à l'heure, tu parlais de liberté d'expression, Dominique. Oui, il y a une liberté d'expression en Corse, il n'y a pas de problème. On n'est pas en dictature. Formellement, on peut s'exprimer. Par contre, ici, il y a d'autres territoires. Les citoyens, les journalistes vous le diront. On apprend aux gens à mettre des ciseaux dans la tête. Je sais ce que je peux dire, qu'il ne faut peut-être pas dire, les questions qu'il faut éviter. Je coupe avant parce que je sais que je n'ose plus le dire parce que je connais le prix. Je crains le prix. Et j'ai bien raison de le craindre, le prix. Et mon meilleur abri, c'est le silence. Le prix de la vérité dans ce type de société-là qu'on évoque, il est de plus en plus élevé. Dire la vérité coûte et va coûter de plus en plus cher. Exiger la vérité va coûter de plus en plus cher. Demandez à Pierre Alessandre, demandez au Levante, demandez à Vincent Cucchi, demandez à tous les anonymes qui vivent ce type de situation. Donc, faire l'inventaire de ces situations-là, de ces expériences, c'est très intéressant. Vous vous souvenez, je me souviens d'une réunion, il y a une citoyenne qui pose une question précise sur des faits avérés à un candidat aux élections, dans une réunion publique organisée par le collectif. Ça passe dans les médias. Le lendemain, je l'appelle. Elle me dit, je suis rentré chez moi hier soir. Les enfants m'ont demandé, maman, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Et le lendemain, je constate, comme vous, justement, j'apprends que dans ce débat, on aurait blessé des dignités, on aurait calomnié, et que même ces réunions pourraient être dangereuses pour la démocratie. Je vous laisse juge de l'effet. En fait, le message, il est très clair, qui nous est adressé à tous. C'est ce que j'appelle, moi, la troisième langue de la Corse. Je pense qu'il y a une troisième langue en Corse. C'est-à-dire, la prochaine fois, tu vas réfléchir à 2 fois avant de poser des questions de ce genre. Et cette troisième langue-là, elle est très utile. Il faut qu'on apprenne à la traduire. C'est la même d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur parle quand il vient ici et il nous dit qui tue en Corse, c'est les Corses. Ça veut dire message implicite après traduction, c'est votre problème, c'est votre culpabilité collective. Et le message implicite 2, après traduction, c'est les criminels, quant à vous, vous n'avez rien à craindre, c'est surtout pas une cause nationale. Donc, la raison d'être de nos collectifs, c'est justement faire en sorte que ce prix de la vérité soit moins inacceptable pour le citoyen. Parce qu'au final, quand on est dans un territoire où les gens ne font plus confiance qu'au silence, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Alors vous savez, un jour, j'espère ne pas être trop long, juste, j'ai répondu par une boutade à un journaliste qui me demandait ça sur le continent. J'ai dit, vous savez, la Corse, cette situation-là changera peut-être le jour où les secrétaires de mairie, les fonctionnaires de certains services et les simples soumis pourront s'exprimer en sécurité et évoquer ce que les Italiens appellent la culissologia. La culissologia. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière la façade ou l'écran qu'on nous présente. Et c'est un cas d'école que je raconte quelquefois, vous savez, des témoignages, on en reçoit tous. C'est un cas d'école, c'est le cas du fonctionnaire de l'administration qui, dans ses fonctions, est contacté par un baron notoire dans un village et qui lui dit, écoute, il faudrait refaire le mur là où goudronner la route qui mène chez moi, quoi. Et le fonctionnaire lui répond, bah écoute, je ne peux pas ordonner ces travaux-là parce que c'est du domaine privé. C'est un mur privé. Comment? Tu ne peux pas, alors tu ne peux pas. 2 jours après, le maire de la commune appelle le fonctionnaire et l'interroge. Et ce mur, tu crois que... Non, c'est pas possible, je ne peux pas l'autoriser. Il y a des règles. Ce sont des règles pour tout le monde. Erreur fatale. 1 semaine après, le même maire rappelle au téléphone pour soumettre la question une nouvelle fois, ce qui est quand même un comble, parce qu'il devrait être le premier à appliquer la loi.
le fonctionnaire répète sa position et par la suite, le fonctionnaire apprend que le demandeur en question, ce jour-là, était dans le bureau de l'élu avec le haut-parleur en train d'écouter la conversation. Plus tard, ce fonctionnaire a été menacé sur des chantiers. Et tenez-vous bien, il avait averti son supérieur hiérarchique, qui était alors le président du Conseil général, qui devrait être le premier de ses protecteurs au service du bien commun, jamais de réponse. Donc la question c'est, qu'est-ce qui fait que ce maire appelle une fois, deux fois, et dénonce à sa manière un fonctionnaire qui ne fait que son travail? Qu'est-ce qui fait qu'un président de conseil général abandonne ainsi un fonctionnaire qui est en danger, qui est menacé, parce qu'il fait son boulot? Ça, je crois que ce sont des traces qui devraient nous alerter. Et alors, combien il y a de cas de ce genre en Corse? Moi, je n'ai pas de statistiques. Ces statistiques n'existent pas encore. Ça, je crois, c'est la troisième langue de la Corse. Et malheur à celui qui ne la comprend pas. Et c'est la même langue qu'aujourd'hui on parle aux conservateurs de scandale. On lui dit, on te décharge de ta mission, etc. Et puis quand on le prend à part, on lui dit, écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles parce que sinon t'en as dumba. Ça, c'est la troisième langue. C'est la troisième langue de notre société. C'est insupportable. Et la seule menace de cette langue, elle nous fait taire. Et vous vous étonnez après qu'un haut fonctionnaire puisse être assassiné un soir, que d'autres aient peur de signer, que d'autres n'aient pas envie de jouer au lanceur d'alerte, que des engins de chantier brûlent. Ce sont des mécanismes là, c'est cette toile là qui se tisse. C'est celle-là qu'il faut révéler avec intelligence. Ça, c'est un virus qui menace la Corse. Donc, voilà la manière dont la liberté d'expression pourrait se décliner et qui explique pourquoi nous avons, mais le silence, c'est le meilleur abri que nous puissions avoir, que nos concitoyens peuvent avoir. Mais il faut qu'on ait le courage, nous, d'apprendre ensemble à poser des questions. Nous méritons ce droit-là. C'est une conquête, il faut aller à la conquête de ça. Merci. Donc, c'est ton mot, je pense, de conclusion, parce qu'on a fait déjà plus d'une heure de débat. On a vraiment, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, on ne pourra pas répondre à toutes. On vient de poser, par exemple, une sur le problème des plages, des écoles, etc. On rentrerait dans un débat on le fera, ce débat spécifique. Alors, Dominique, qu'est-ce que tu voudrais peut-être dire en guise de message final de cette émission? Le message final, c'est très simple. Je pense que ce soit dans ma profession, puisque j'ai été enseignante pendant longtemps, que ce soit dans mes activités de bénévole, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle Ouzbey Ougalmez, en fait, je ne fais que défendre la même chose, c'est la liberté de parole. C'est pourquoi, quand tu nous as sollicité pour former ce collectif, c'est pourquoi j'y ai adhéré tout de suite, et que je pense que cette liberté de parole, c'est la parole, elle libère et elle guérit de beaucoup de choses. Donc, j'encourage vivement tout le monde à s'en emparer. Je te remercie. Bon, écoutez, moi je vous remercie. J'espère que, je vois que vous êtes déjà nombreux, j'ai vu les chiffres du suivi en direct à suivre ce débat. Je m'excuse pour les problèmes techniques, hein. On n'est pas encore complètement au point, mais enfin je crois qu'on a progressé au fur et à mesure et que le son s'est amélioré. En ce qui concerne maintenant, moi ce que je voulais vous dire d'abord, c'est vous, hein, nous sommes une forme d'expression de ce collectif. Certes, on nous connaît, donc certains d'entre nous apparaissent, mais c'est milliers de gens qui l'ont rejoint, puisqu'il y a déjà près de 4000 adhésions, mais continuez, adhérez en collectif, allez sur le mur Facebook et adhérez en likant, hein, ou en participant à l'administration du collectif. Il y a aussi un groupe pour l'administration. Il y a aussi le fait de partager ce débat, partagez-le autour de vous. Chacun doit s'emparer de cela, partager sur Facebook, c'est important, sur Facebook, sur YouTube, il est diffusé aussi sur YouTube. Il y aura également, on a fait un Twitter depuis ce matin, on a créé un Twitter, donc on tweetera aussi beaucoup. Et surtout, tenez-vous prêts pour prise de parole, pour être présent, pour répondre présent, pour défendre l'intérêt collectif. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons sortir de la situation grave, terrible dans laquelle nous allons. Je ne suis pas catastrophique, c'est une évidence. C'est une évidence. Tout ce qui aujourd'hui se passe va aggraver une situation économique qui elle-même
va renforcer des pratiques cyniques et des pratiques de domination et de prédation. Donc si les citoyens ne s'organisent pas, ce n'est pas sans risque, c'est sûr qu'il y a un minimum de risque. Vous savez, je vais conclure là-dessus. Tout à l'heure, Jean-François et Dominique l'ont évoqué, il y a des pressions. Vous savez, moi j'en subis, je ne vais pas vous cacher. Il y a même des lettres anonymes qui ont été diffusées. Il y a des manœuvres qui sont organisées contre moi, parce que je dérange, moi. Ils peuvent venir. De toute manière, moi, comme les autres, et je me fais porte-garant des autres, nous savons que nous sommes des gens qui essaient de faire pour le mieux. On n'est pas des gens, on ne peut pas dire que notre vie a été toujours extraordinaire, etc. Mais je crois que dans l'ensemble, on essaie d'être les gens les plus honnêtes possibles, les plus sincères possibles. Et en tout cas, même si on a commis des imprécisions, on les a. On cherche à le rectifier ensemble, on essaye de trouver des solutions. C'est cette humilité dans le développement des choses qu'il faut faire, et je suis sûr qu'à travers cette expression moderne, que nous allons continuer, puisque nous ferons des débats ensuite, dans quelques semaines nous reprendrons un débat peut-être sur un thème plus précis, et nous le ferons. Et je tiens à remercier Jean-François, je tiens à remercier Dominique. Je crois que sincèrement ça a été quelque chose de remarquable. Je vais trouver adiugacha dispetia tunchue gubiu permettez tout insieme. Voilà, je voudrais vous dire que vraiment ça a été quelque chose de remarquable de participer à ce débat avec vous, même si on s'est souvent entendu parler. Chaque fois on s'enrichit, comme on s'est enrichi à travers tous les débats qu'on a fait. Ça vient de la salle, des centaines de personnes qu'on a contactées, là, des milliers à travers le net. Merci à vous tous, merci Jean-François, merci Dominique, et a presto. A bene. Merci. A bene. A bene a tutti.